Bonjour à vous tous et à vous toutes, heureux de vous accueillir dans le cadre des matinales du CEPS. C'est celle concernée par tout simplement la problématique des villes. Vous l'avez compris, c'est Tour des villes l'occasion d'aller à la rencontre d'entrepreneurs, car il faut considérer qu'un maire, c'est certes un élu, mais c'est un entrepreneur, car s'il ne met pas toute son énergie, toute sa volonté pour secouer le poids des habitudes, eh bien une ville peut s'endormir. Nous sommes là tout simplement pour aller vraiment au cœur de ces villes. Nous sommes ce matin au Sable d'Olonne. Je vous rassure, la prochaine fois, nous serons à Arles avec Patrick de Carolis. C'est pour vous dire, nous n'avons peur de rien, mais c'est le bonheur de rencontrer à chaque fois de très belles personnalités, ce qui va être, vous allez voir, de découvrir avec Yannick Moreau, qui est le maire des Sables d'Olonne. Donc le principe, c'est un jeu de questions-réponses avec un thème générique et après ça, eh bien, on décline sous le principe de 3 questions permettant des interventions brèves, puis après ça, un jeu d'interactivité et les micros au fur et à mesure s'ouvrent, sachant qu'effectivement l'objet, c'est d'essayer d'aller au cœur des problématiques urbaines. Vous l'avez compris, ce tour de ville nous amène à aller à la rencontre de ces personnalités, de ces élus, et de reconnaître le travail inestimable qu'ils sont amenés à mener. Yannick, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Alors, vous allez être introduit par une jeune femme qui est Méramsi. Vous allez découvrir, qui est chargée des partenariats et acteurs économiques du programme national Action Cœur de Ville. Donc, si vous avez des problématiques de cœur de ville, il faut lui en parler. Elle a le chéquier. Elle est pleine de, je dirais, de talent, de subtilité et de surcroît. Elle connaît le monde des villes puisqu'elle est maire adjointe de la ville d'Étampes. Méram, c'est à vous. Merci, Monsieur Triboulas-Pierre. Bonjour à tous. Donc, je rappelle donc, le Tour des villes qui est en lien aussi avec le programme Action Cœur de Ville indirectement parce qu'on s'intéresse au territoire. Donc, je le rappelle, un Tour de ville, ça permet en tout cas à des maires de pouvoir exprimer directement leur point de vue, leurs attentes et priorités. Donc, grâce au CEPS, donc c'est des moments d'échange qu'on va pouvoir en tout cas aborder sur des sujets vraiment au cœur des territoires, des sessions qu'on a la chance en tout cas d'animer une fois par mois et d'avoir cette chance aussi d'entendre les maires, chose qui se fait rare étant maire adjointe. Je n'ai pas toujours cette chance de pouvoir m'exprimer auprès de différents, on va dire, instituts ou autres. Donc, en tout cas, monsieur le maire, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous. Et en tout cas, on va dire même pour toute la ville. Donc, je suppose qu'il y a des comptes rendus qui vont se faire à travers ces échanges. Donc, monsieur le maire, donc vous avez été donc maire d'Olonne-sur-Mer de 2008 à 2015 et de 2017 à 2018 pour poursuivre conseiller régional de 2010 à 2012. Vous avez été élu en 2017 président de la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne et actuellement donc maire de la commune nouvelle des Sables d'Olonne. Donc j'ai pu voir en tout cas les projets. Donc ce n'est pas une ville action cœur de ville, mais j'ai la chance de pouvoir animer en tout cas à travers le CEPS qui, comme je vous disais, en tout cas, ça va nous permettre de trouver et réfléchir ensemble à travers cette session. Bienvenue parmi nous. Merci, ma chère Méram. Alors, Yannick, on commence par la première question. Quels sont les atouts de la ville des Sables d'Olonne, hormis d'être une station balnéaire que tout le monde connaît, parce que c'est une ville qui s'endort, et quels sont les handicaps que vous rencontrez s'ils existent, et comment les dépasser? Bonjour à tous, merci de m'offrir cet espace d'échange avec vous et de prospective sur les Sables d'Olonne, cette ville chère à mon cœur. Les atouts de la ville des Sables d'Olonne, je dirais, ils tiennent principalement dans une forme de synthèse de la ville parfaite en bord de mer. Parfaite, malheureusement, j'aimerais bien qu'elle le soit, mais si vous voulez, c'est une ville à taille humaine. On est 45 000 habitants l'hiver, et c'est avant d'être une station balnéaire, c'était un port, et la ville a grandi du fruit du travail des marins, à la pêche en particulier, maintenant en construction navale, port de commerce, port de plaisance. Et donc, c'est d'abord une ville historiquement un port. Et quand je dis historiquement un port, c'est parce que ça témoigne du fait que depuis sa création, cette ville était une ville à l'année et non pas simplement une ville de villégiature. Elle est devenue,
à la fin du 19e, comme beaucoup avec l'arrivée du chemin de fer sous Napoléon III, est devenue une station balnéaire. Et aujourd'hui, l'image de la station balnéaire supplante celle de la ville, mais c'est la particularité de notre station balnéaire et des Sables-d'Olonne, c'est que c'est d'abord une ville qui vit à l'année, vraiment. Et ça, c'est ce qui la distingue de beaucoup de stations balnéaires. Les atouts de la ville des Sables-d'Olonne, c'est aussi le fait qu'elle est un peu le phare médiatique de la Vendée. C'est notre ville qui attire la lumière, notamment tous les 4 ans à l'occasion du Vendée Globe, qui est un événement qui a beaucoup compté et qui compte beaucoup aujourd'hui dans le rayonnement des Sables-d'Olonne, dans l'image positive de notre ville et l'image de dynamisme de la Vendée. Et cette capacité à vibrer et à accueillir des événements internationaux caractérise aussi assez largement notre ville, puisque nous sommes non pas seulement une station balnéaire, mais une ville à l'année, mais aussi une ville événement qui accueille de grands événements internationaux ou nationaux, type la semaine dernière des championnats de France de surf, du type de l'Ironman qui a posé ses valises au Sables-d'Olonne pour notre plus grand bonheur. Et voilà, on est une ville qui conjugue à la fois les atouts des villes balnéaires et qui, dans le même temps, est culturellement une ville portuaire qui vit à l'année et une ville événement. Et c'est ce qui fait en grande partie la qualité de vie des Sablaises et des Sablais. Alors, en vous écoutant, Yannick, on a parlé effectivement, c'est une ville portuaire, c'était une ville de pêche, une ville de construction maritime, une ville de plaisance, une ville d'étonnement. Quel est, indépendamment de ceci, de ce côté tourné vers les océans, est-ce qu'il y a un tissu économique diversifié et comment effectivement vous le développez? Alors, le premier secteur d'activité économique aujourd'hui au Sables-d'Olonne, c'est l'activité touristique, hein. Environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais c'est pas une mono-activité. Au Sables-d'Olonne, il y a une dynamique économique assez forte, entretenue par un tissu d'abord d'artisans et de PME denses, pas loin de 1000 entreprises sur la ville elle-même des Sables-d'Olonne et 6000 à l'échelle de l'agglomération des Sables-d'Olonne. Et au-delà de ce tissu de PME, il y a quelques fleurons qui sont des entreprises authentiquement sablaises et vendéennes, parmi lesquelles on peut citer les codes Rousseau, vous savez, la formation aux différents permis de conduire, qui est une entreprise sablaise. On peut citer le deuxième producteur de programme, le premier, pardon, producteur, qui m'en voudrait si je me trompais, le premier producteur de programmes audiovisuels français, la société, le groupe AMP Visual TV, qui est, dont le siège social est à Olonne et au Sables-d'Olonne aujourd'hui, et qui intervient pour la plupart des programmes audiovisuels que vous voyez à la télé, et notamment les directs, tous les grands directs, les matchs de foot, etc. C'est produit et réalisé par AMP Visual TV, et beaucoup de programmes d'émissions en plateau que vous voyez sur les chaînes du câble ou les chaînes en général sont des programmes AMP Visual TV. Et Gilles Salé, le fondateur, a fait naître son entreprise ici avec le regretté et défunt Georges Pernoud à l'occasion de la naissance du Vendée Globe il y a de cela une trentaine d'années. Et donc, c'est un fleuron sablais et vendéen. Et puis, à côté de ces fleurons, nous avons d'autres fleurons, notamment en matière de construction navale. C'est peu connu, mais les Sables-d'Olonne hébergent quelques constructeurs navals qui ont de grands succès à l'international, et notamment le chantier OCA,
qui fournit des patrouilleurs pour les marines du monde entier, les marines africaines ou les marines sud-asiatiques. Et sa spécificité, c'est la construction de navires en aluminium. Et donc, il y a un bassin d'emploi autour des Sables d'Olonne qui est très riche et diversifié. Le sujet pour nous, c'est moins le dynamisme des entreprises que notre capacité à leur offrir des terrains pour se développer ou à leur offrir des logements pour permettre d'y héberger les employés qu'ils cherchent à recruter, mais qu'ils peinent à recruter du fait soit des déficits de formation chroniques dans notre pays, soit des difficultés d'accès au logement dans une ville dynamique comme la nôtre où la pression foncière est très forte. Merci Yannick. Alors, comment arrivez-vous à éviter l'endormissement immobilier? C'est-à-dire, c'est une zone où on acquiert, c'est le fait d'avoir une résidence secondaire. Comment essayer d'éviter de devenir une ville de résidence secondaire? Alors, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi qui se pose à la plupart des stations balnéaires littorales. La prise de conscience des effets pervers de ce phénomène de développement des résidences secondaires est assez récente au Sables d'Olonne parce que jusqu'à présent, la vie était plutôt facile et l'équilibre n'était pas complètement rompu entre vie à l'année et vie balnéaire. Pour vous donner un chiffre, il y a au Sables d'Olonne 42% le taux de résidence secondaire est de 42% sur le nombre total de logements. Alors, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais c'est beaucoup moins que dans beaucoup de grandes stations balnéaires. Je discutais hier avec le maire de Noirmoutier. À Noirmoutier, il y a 67% de résidence secondaire. Ah, et donc, la question n'est pas tant le chiffre que la tendance. Et la tendance, effectivement, c'est que chaque année, il y a davantage de locations touristiques et davantage de résidences secondaires et de moins en moins de résidences à l'année et de locations à l'année. Et ça, cette tendance-là, elle n'est pas bonne parce qu'elle a pour conséquence inévitable de dévitaliser la ville et en particulier le cœur historique de la ville puisque la plage principale au Sables d'Olonne est en ville. Et donc, la partie la plus touristique et la plus attractive pour les résidences secondaires et pour les locations touristiques, c'est le cœur de ville. Et donc, vous savez, les Sables d'Olonne est une ville à la fois très ancienne, mais très jeune, puisqu'elle est née d'une fusion de 3 communes au 1er janvier 2019, Olonne-sur-Mer, dont j'étais le maire auparavant, le Château d'Olonne et les Sables d'Olonne. 3 villes de 15 000 habitants environ, qui forment aujourd'hui une ville de 45 000. Et dans cette ville nouvelle de 45 000 habitants, qui est née il y a un peu plus de 2 ans, et qui a une nouvelle équipe municipale depuis les élections municipales de 2020. Ça n'est que depuis 18 mois que nous cherchons à endiguer le développement naturel des résidences secondaires au profit d'un rééquilibrage de la vie au Sables d'Olonne en faveur de la vie à l'année. C'est un nouvel équilibre qui nous appartient, qui nous incombe de rechercher et de trouver pour effectivement faciliter la vie l'année. Par exemple, aujourd'hui, le marché de l'immobilier est assez, comment dirais-je, soutenu. L'offre est très inférieure à la demande, donc les prix montent beaucoup. Et il est difficile, voire quasi impossible, de trouver un logement à louer à l'année. Sur les Sables d'Olonne aujourd'hui, vous devez avoir, au moment où je vous parle, une dizaine d'annonces de location à l'année. Et ces annonces-là, elles sont pourvues au bout de 2 ou 3 jours. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation-là? Effectivement, vous l'avez esquissé dans votre question. C'est parce que les propriétaires préfèrent louer de manière touristique, soit parce qu'ils l'occupent de manière secondaire quelques semaines ou quelques mois par an et complètent
la vie du logement par une location touristique du type de plateforme Airbnb, etc. Et chaque année, il y a de plus en plus de propriétaires qui font ces choix-là au détriment de la vie à l'année. Et donc, nous, c'est un phénomène qui évidemment ne nous convient pas dans la mesure où une station balnéaire a vocation à avoir des résidences secondaires et des locations touristiques. Mais la question, c'est l'équilibre. Et donc, on a décidé, il y a un mois de cela, de voter un plan qui s'appelle un plan loué à l'année et qui a pour objectif de mobiliser le nombre de logements dormants, c'est-à-dire les logements vacants. On en dénombre près de 3000 au Sable d'Olonne. Les logements vacants et de convaincre les propriétaires de résidences secondaires qui font des locations touristiques de transformer leur logement en logement à l'année, c'est-à-dire de basculer d'un régime de location touristique à des baux d'habitation ordinaire à l'année. Et pour ce faire, ce plan prévoit des mesures d'encouragement et de découragement. Les mesures de découragement sont généralement fiscales, c'est-à-dire qu'on crée une taxation sur les logements vacants pour obliger les propriétaires à se poser la question de savoir si ils conservent le bien dans leur patrimoine ou s'ils le mettent au service de la vie collective dans une forme de location X ou Y. On espère pouvoir être classé par le ministère du Logement en zone tendue de manière à pouvoir adopter une surtaxation de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires de manière à créer un petit électrochoc, en tout cas un questionnement sur l'avenir des logements qui sont la propriété de particuliers, soit parce qu'ils ne les utilisent pas ou pas assez, soit parce qu'ils ont choisi par solution de facilité, compte tenu de l'hyper-rentabilité des plateformes comme Airbnb, de louer quelques semaines par an plutôt que de s'embêter à avoir un locataire à l'année et de perdre la jouissance de leur bien. Et donc, ces mesures fiscales sont des mesures qui visent d'une part à provoquer la réflexion des propriétaires et d'autre part à générer des recettes qui seront investies dans un encouragement, cette fois-ci, pour les propriétaires qui joueraient le jeu de la location à l'année. Par exemple, nous proposons un contrat aux propriétaires de résidences secondaires et donc en général, la résidence secondaire égale location touristique. Nous proposons un contrat à ces propriétaires en leur disant si pour les 3 prochaines années, vous acceptez de remettre sur le marché de la location à l'année votre bien immobilier qu'aujourd'hui vous louez de manière touristique, la ville vous accompagne et vous aide financièrement en vous apportant une aide financière directe allant de 5 000 à 10 000 euros pour la période des 3 ans. De manière à ce que, d'une part, il y ait un avantage. D'abord, avec le découragement, la rentabilité de la location touristique est moindre puisque là, il y a une surtaxation, donc la rentabilité est moindre. Et d'autre part, si on joue le jeu de la location à l'année, on est encouragé financièrement par une aide qui permet soit d'augmenter la rentabilité de la location à l'année, soit de faire face à d'éventuels loyers impayés, ce qui maintenant, avec les systèmes d'assurance qui existent, n'est pas vraiment le cœur du sujet. Mais en tout cas, c'est un encouragement financier direct qui va de 5 000 à 10 000 euros. À ces 5 à 10 000 euros, on rajoute, pour ceux qui sont propriétaires d'un bien en location touristique, qui sont en général des biens qui ont 20, 30, 40 ans et qui sont peu isolés et donc énergivores, on rajoute une prime pour des travaux de rénovation énergétique, de manière, d'une part, à ce que les logements qui sont des logements saisonniers puissent être adaptés à la vie à l'année et donc mieux isolés et donc coûtent moins cher aux locataires. Les économies d'énergie sont évidemment un enjeu majeur pour notre pays, mais dans chacune de nos communes. Et cette aide à la rénovation énergétique, dans le cas de propriétaires qui choisissent la location à l'année, elle peut s'élever jusqu'à 7 200 euros d'aide directe de l'agglomération des Sables d'Olonne. Donc, un propriétaire qui aujourd'hui
à une résidence secondaire qui loue de manière touristique et qui accepterait d'entrer dans la logique de la location à l'année pour détendre le marché de la location à l'année, peut imaginer, dans certains cas de figure, toucher sur 3 ans une aide directe de la collectivité locale de 17 200 €. Je dis ça, ce n'est pas tellement le montant financier qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'objectif à atteindre. Sur les 16 000 résidences secondaires, on espère pouvoir convaincre 10% des propriétaires de résidences secondaires de basculer sur une location à l'année, ce qui pourrait mettre sur le marché de la location à l'année environ 1600 logements. Et 1600 logements nouveaux pour la vie à l'année au Sables d'Olonne, sans construction nouvelle dans une ville déjà dense, c'est une bonne nouvelle pour les familles qui souhaitent venir habiter au centre des Sables d'Olonne. Et en mobilisant quelques 15 ou 20% des logements aujourd'hui vacants qui s'ajoutent à cela, on arrive assez facilement à, je l'espère, dans la durée du mandat, à atteindre le chiffre de 2000 logements nouveaux mis à la disposition des familles qui veulent vivre à l'année au Sables d'Olonne. Et donc, c'est une expérimentation que nous venons de décider, que nous mettons en place à partir de 2022 et dont nous espérons qu'elle portera ce fruit. Nous mesurerons ses effets chaque année pour voir si on atteint effectivement notre objectif de 1600 à 2000 logements nouveaux mis sur le marché de la location à l'année dans le courant du mandat et de manière à rééquilibrer la vie de notre ville entre vie touristique nécessaire, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga d'une ville comme la nôtre, et la vie à l'année. J'étais un peu long et un peu technique, pardon, mais… Non, Yannick, très intéressant, ce qui amène quand même à une question de fond. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un propriétaire d'une résidence secondaire déciderait tout simplement de louer à l'année? Ce qui voudrait dire qu'il n'a plus de résidence secondaire et qu'il n'a plus vraiment d'espace de villégiature. Donc, ce qui fait qu'il loue à l'année, mais il n'a plus le lieu où il puisse effectivement profiter de ses vacances. Comment vous arrivez à traduire un petit peu ceci? Et la seconde question, c'est quel est le benchmark que vous avez pu faire, si vous l'avez fait, avec Saint-Palais, Royan, Fouras? Comment gèrent vos collègues ce phénomène? Alors, sur la première question, c'est moins les résidences secondaires qui sont dans la ligne de mire et dans la cible prioritaire de la ville que les locations touristiques. Or, 95% des locations touristiques sont des résidences secondaires. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est le basculement de fonction entre la location touristique en location à l'année. Ce n'est pas le résidence secondaire qui est visé, parce qu'une station balnéaire, elle a besoin de résidence secondaire. Simplement, il arrive aussi, y compris d'ailleurs, c'est le cas pour un certain nombre de nos concitoyens sablais, que des habitants locaux ont 1 ou 2 ou 3 logements au Sables d'Olonne, parce que historiquement, on a une tradition d'accueil et historiquement, les Sablais savent que l'immobilier était un bon placement au Sables d'Olonne et que l'immobilier touristique en était un très bon par ailleurs. Donc, ce n'est pas les résidences secondaires, c'est plutôt les locations touristiques qui sont visées. Deuxièmement, sur le benchmarking, les maires des stations littorales ont peu d'outils. La loi, la réglementation leur laisse peu d'outils. Notre plan, que j'ai synthétisé mais que je n'ai pas décrit de manière exhaustive, mobilise les outils à notre disposition aujourd'hui dans l'état actuel du droit. À une précision près, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui au Sables d'Olonne imaginer faire la surtaxation des résidences secondaires, notamment parce que nous ne sommes pas encore classés parmi les zones tendues. Cette définition-là relève du législateur et du ministère de l'économie et du ministère du logement, et certaines stations balnéaires y sont, certaines villes y sont et certaines ne le sont pas. Les critères vont sans doute évoluer dans les mois et les années qui viennent, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, celles de nos stations balnéaires, celles des stations balnéaires françaises qui sont classées en zone tendue parce qu'elles ont une aire urbaine, je vous passe les détails, de plus de 50 000 habitants, appliquent pour une large majorité, appliquent d'ores et déjà les majorations de taxes sur les résidences secondaires et appliquent d'ores et déjà les taxes sur les logements vacants.
Ce que j'ai noté de nouveau dans le paysage des collectivités locales littorales, c'est l'action, par exemple, de la ville de Saint-Malo, que nous allons reprendre à notre compte pour essayer de juguler le développement et de maîtriser le développement des locations touristiques. C'est un système un peu coercitif où la ville décide du nombre de mutations de logements à l'année en location touristique, quartier par quartier. Saint-Malo vient de le décider l'année dernière et je pense qu'ils ont eu raison de le faire. Et nous allons le mettre en place l'année prochaine parce que dans la ville des Sables-d'Olonne, le seul quartier où ça pose vraiment problème, c'est le quartier historique des Sables-d'Olonne autour du port de pêche et de la Grande Plage. C'est moins le cas au Château d'Olonne ou à Olonne où on peut se permettre d'avoir un peu plus de résidences secondaires que dans le centre-ville des Sables. C'est-à-dire que pour l'avenir, pour les futures transformations ou mutations de logements, il y aura sans doute plus de possibilités de résidences secondaires et de location touristique à l'extérieur du centre historique qu'à l'intérieur du centre historique. C'est un outil de régulation. Donc, ça, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau et je ne connais que Saint-Malo qui le fasse. Le système de primes que nous avons mis en place pour les propriétaires de location touristique, il me paraît, d'après mes recherches, inédit et original. Et en fait, pour nous, il est expérimental. Hein. S'il produit des effets positifs de rééquilibrage de vie à l'année par rapport au surdéveloppement de location touristique, il sera maintenu et conforté. Et s'il n'atteint pas ses objectifs, il sera corrigé ou abandonné. Parce qu'on ne détient pas la science infuse, on va voir d'abord si ça fonctionne. Merci Yannick. Alors, je vais laisser le soin à Pascal Fruquet de poser ces deux questions, qui est de l'IAE de Pau-Bayonne. Donc, vous servez le benchmark des autres. Hein. Alors, Pascal. Oui, merci. Et pardon, monsieur le maire, ma caméra a un problème ce matin, je ne peux pas me présenter à vous visuellement. J'avais deux questions concernant la dynamique touristique que vous décrivez. D'abord, est-ce que vous avez constaté des changements de profil et de pratique suite à la crise sanitaire, puisque c'est quelque chose qu'on peut lire dans différentes publications, et donc c'était intéressant d'avoir votre retour du point de vue des Sables-d'Olonne. Et la deuxième question, elle est en corrélation avec mes travaux, puisque je travaille sur les travaux autour des smart cities, des territoires intelligents, du smart tourisme aussi. Est-ce que vous constatez une demande, alors soit du point de vue des touristes, soit du point de vue des professionnels, soit des deux d'ailleurs, pour mobiliser les outils numériques et proposer, on va dire, des expériences augmentées, c'est-à-dire en mobilisant l'outil numérique pour apporter du service en plus, soit du service pour aiguiller la demande vers des restaurants, vers des pratiques touristiques. Et est-ce que, du coup, vice-versa, la collectivité en tire des bénéfices, puisque dès lors qu'on propose une offre, on génère de la donnée et on peut l'exploiter. Souvent, c'est ce que je dis, il est intéressant pour les acteurs d'un territoire de travailler sur ces solutions plutôt que de laisser à Google la primauté de capter toute l'information du touriste qui va utiliser Google pour s'orienter dans une destination touristique. Et du coup, les données sont perdues pour les acteurs du territoire. En vous remerciant. Merci Pascal. Yannick. Merci Monsieur Fouquet pour vos questions. Alors sur la première question, je n'ai pu réprimer un sourire parce que effectivement c'est une constante vécue par la plupart des stations balnéaires et des villes touristiques du littoral français. La crise sanitaire et les déconfinements successifs ont effectivement eu des conséquences majeures sur la quantité et la qualité de la clientèle touristique accueillie sur le littoral national. Bon, pour parler clairement, hein, on a vu venir aux Sables-d'Olonne des populations des banlieues des grandes villes de France qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et dans une proportion qui déséquilibrait notre fréquentation touristique habituelle, et sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Donc, on a dû gérer des questions de sécurité importées des banlieues des grandes villes dont on se serait bien passé. Ce qui a valu d'ailleurs quelques sueurs froides au maire qui se présentait à vous ce matin et qui a demandé, pour moi,
l'envoi de renforts nationaux que j'ai finalement réussi à obtenir du ministre de l'Intérieur avec une compagnie de CRS qui a maintenu l'ordre entre le 14 juillet et le 15 août, sans quoi les moyens de sécurité locaux ne suffisaient pas à gérer cet afflux à la fois quantitatif et qualitatif négatif de population venue de banlieue qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez nous. Nous, on était jusqu'à présent une station familiale plutôt tranquille, avec une forte fréquentation au pic de l'été, mais pas avec ce type de clientèle-là. Donc oui, il y a eu un effet qui n'était pas un effet favorable pour nous. Et on espère que la crise sanitaire s'éloignant dans le futur, on retrouve les bases de notre fréquentation touristique. Notre logique, elle est plutôt sur un positionnement qualitatif de notre clientèle touristique que sur un renforcement de la médiatisation, de la notoriété ou de l'attractivité de la station toute clientèle confondue. Donc, on ne cherche pas à avoir plus de monde, on est déjà saturé au cœur de l'été. On cherche en revanche à essayer de cibler la clientèle accueillie au Sable d'Olonne. La deuxième question sur les outils numériques. Alors, premièrement, mais je pense que c'est assez général en France, vous le savez, les touristes, la clientèle touristique, utilisent beaucoup plus souvent maintenant et de manière croissante les outils numériques et digitaux pour faire leur choix de destination touristique et faire leur choix de loisirs ou de services touristiques une fois sur place. Donc, il y a de moins en moins de monde, schématiquement, hein, je caricature, mais il y a de moins en moins de monde dans les offices de tourisme, mais il y a de plus en plus de monde sur les plateformes, les applications, etc., touristiques mises à disposition par les offices. Et on n'attend plus le client ou le touriste dans nos bureaux, on va au-devant de lui à la descente du train, à la descente de la plage, sur les événements pour lui donner une information directe. Ça, c'est une évolution qui est majeure. Et les chiffres de croissance d'usage des outils numériques et digitaux sont exponentiels. C'est des croissances à 2 chiffres. Chaque année, la tendance est vraiment exponentielle. Alors après, sur le bénéfice que les stations peuvent en tirer, nous avons mis en place, par exemple, quelques applications, notamment des applications de découverte patrimoniale et culturelle, qui sont des expérimentations, en fait, qui n'ont pas été très élargies à l'ensemble de la station. On a beaucoup à faire pour progresser parce qu'on sent effectivement, d'une part, que ça contribue à la réponse qualitative que nous voulons apporter à la demande touristique au Sable d'Olonne. Et pour l'instant, on a peu creusé, mais j'ai bien entendu votre question et elle m'intéresse. On a peu creusé l'exploitation que nous pourrions faire de ces données à notre bénéfice seul et non pas à celui des GAFA qui n'ont pas besoin de nous pour prospérer, on est bien d'accord. Donc, l'outil digital et numérique est en forte croissance. Le développement par nous-mêmes, par notre station, est encore embryonnaire, mais je n'oublierai pas dorénavant l'exploitation que je pourrais en faire pour la fidélisation ou le confortement des clientèles touristiques cibles qui pourraient être les nôtres. Alors, ça amène une question. Vous avez évoqué le phénomène, je parle sous le contrôle avisé de Méram, le phénomène des banlieues. Comment expliquer ceci? Mais moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est finalement, c'est quoi votre cœur de population touristique? Est-ce que vous en avez dressé un petit peu une morphologie, une sociologie qui permet de savoir effectivement qu'est-ce qui attire comme population la ville des Sables d'Olonne? Parce qu'effectivement, vous semblez vous caler effectivement sur ce qui est Saint-Palais, Royan. Est-ce que vous êtes dans voilà une catégorie effectivement familiale qui année après année se retrouve dans cette zone touristique ou alors est-ce qu'il y a des évolutions? Alors, je vais vous parler de notre cible. Notre cible à nous, c'est
une clientèle familiale CSP+. C'est ce qu'on essaye de cultiver comme fréquentation touristique. Mais historiquement et traditionnellement, la ville des Sables est un peu la ville phare de la côte vendéenne. Et au-delà de la population touristique qu'elle accueille en l'hébergeant l'été, la population passe de 45 000 à un peu plus de 200 000 habitants au Sable d'Olonne l'été. Au-delà de la population qui est hébergée chez nous, comme nous sommes un peu la ville phare de la côte vendéenne et de la Vendée l'été, les deux sites touristiques incontournables l'été en Vendée sont et le Puy du Fou, dans le Bocage, et les Sables d'Olonne. C'est-à-dire que tous les touristes vendéens, sauf ceux qui sont à l'Île-Dieu, parce que c'est difficile de faire une liaison directe avec les Sables d'Olonne, mais la plupart des touristes vendéens ont dans leur planning de séjour une visite aux Sables d'Olonne. Et donc, on a une fréquentation touristique très importante à la journée au Sable d'Olonne. Et c'est cette fréquentation-là qui nous pose le plus de problèmes parce qu'elle peut arriver à saturer une ville déjà pleine en réalité. Et donc, notre travail consiste à conforter la qualité de séjour de notre clientèle cible, familiale CSP+, familiale élégante, et à essayer de juguler la surfréquentation à la journée venue d'un rayon de 80 km autour des Sables d'Olonne. Ça amène une question, je passerai tout à l'heure la parole à Hélène Pichon. Passer de 45 000 à 200 000, mais comment vous gérez la mobilité urbaine dans ces cas-là? Eh bien, on progresse chaque année. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Effectivement, on est en train de progresser. C'est-à-dire qu'on avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour nous excuser, mais c'est pour expliquer. On avait une gestion des flux et des stationnements et de ces questions de mobilité. On avait une gestion divisée parcellaire avant 2019, puisque 3 communes formaient une seule et même ville, mais il y avait 3 maires et 3 visions des mobilités. Certains voulant pas de parking, d'autres voulant des navettes, d'autres voulant pas de navettes, d'autres voulant stationnement payant, d'autres gratuit, etc. Donc, aucune cohérence d'ensemble sur une seule et même entité urbaine et une seule et même station balnéaire. Depuis 2019, et donc la naissance de la ville nouvelle des Sables d'Olonne, nous avons une approche globale et effectivement, nous essayons d'apporter des éléments de réponse à l'échelle globale de la station et de la destination. Et donc, nous progressons. Nous progressons comment? En essayant d'être plus cohérents sur les stationnements, et notamment par l'élargissement du stationnement payant, parce que le stationnement payant est le seul moyen de réguler et de rendre plus attractif des poches de stationnement là où c'est intéressant sur le plan de la mobilité, par le développement de navettes gratuites ou payantes qui facilitent l'accès, notamment des navettes maritimes. On a développé des points, on peut venir, on n'est pas à Venise, hein, au Sable d'Olonne, il ne faut pas exagérer, mais on peut venir se garer gratuitement sur un parking à l'entrée de ville et être pris en bateau et amené sur la plage. Donc ça, c'est à la fois écologique pour des bateaux électriques et à la fois très fonctionnel sur le plan et en plus sympathique pour l'expérience de séjour des visiteurs. Bref, on est aux 2 ans, vous voyez, ça fait 2 ans que la ville nouvelle est née. On est au début de nos progrès. Et si vous avez connu les Sables d'Olonne cet été, je vous invite à y revenir dans 2 ou 3 ans et vous verrez que les mobilités seront beaucoup mieux gérées sur les pics d'affluence estivaux, sachant qu'on avait historiquement, comme partout, un pic de fréquentation entre le 14 juillet et le 15 août, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une densité forte entre le 1er juillet et le 1er septembre en réalité. Et donc, c'est vrai, il y a 2 gros week-ends, 14 juillet, 15 août, mais la densité est beaucoup plus forte sur une plus longue durée que le simple cœur de l'été. Donc, les questions de mobilité, en fait, elles se posent toute l'année au Sable d'Olonne parce que dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est le cas aujourd'hui, même si c'est un peu frais, dès qu'il y a un rayon de soleil,
la ville des Sables-d'Olonne accueille beaucoup de monde l'été. Là, pendant les vacances de la Toussaint, on a une fréquentation, j'attends les chiffres consolidés, mais on a une fréquentation dense. Et chaque année, on bat des records de fréquentation sur les vacances scolaires, hivernales ou printanières. Et donc, notre sujet à nous, il est de moins en moins purement estival, mais de plus en plus touristique annuel. Merci Yannick. Alors, je vais poser la question que pourrait vous poser Meram Si pour le cœur des villes. Alors, 3 villes, mais c'est quoi votre cœur de ville? Oui. Il y a clairement un cœur de ville, c'est le cœur historique des Sables-d'Olonne, situé entre le port de pêche et la grande plage. Mais en revanche, il y a 3 pôles commerciaux. Il y a ce pôle de centre-ville et il y a 2 pôles commerciaux plutôt périphériques, un à Olonne et un au Château d'Olonne, qui sont dynamiques aussi, mais qui n'ont pas la même proposition commerciale que dans le centre-ville. La chance des Sables-d'Olonne, c'est d'avoir un centre-ville et un cœur de ville très dynamique. Aucun pas de porte vacant aux Sables-d'Olonne au moment où je vous parle. Alors, il y en a toujours un peu plus l'hiver, mais à partir du printemps, on est à moins de 2% de pas de porte disponibles ou vacants sur notre destination et sur notre centre-ville. Donc, on a des commerçants de centre-ville qui font un super boulot et qu'on essaye de fédérer et d'encourager à travers un office de commerce. Mais on a des commerçants de centre-ville qui font un super boulot. Et en fait, c'est vraiment une chance parce que quand vous décidez de venir à la plage au Sables-d'Olonne, si vous avez trop chaud après avoir été rôti recto verso, vous avez immédiatement, en remontant de la plage, un quartier commerçant sympathique où vous pouvez faire du shopping à l'ombre et au frais. Et c'est vraiment très agréable. Et puis, si vous ajoutez par-dessus ce programme déjà sympathique, un déjeuner ou un dîner sur le bord du port de pêche ou sur le bord de la mer, vous avez une journée sympathique au Sables-d'Olonne. Donc, on a vraiment une chance d'avoir un cœur de ville. C'est assez rare, avec ce si faible taux de vacances de commerce, un cœur de ville très, très dynamique, vraiment, et avec une belle diversité d'offres commerciales et commerciales. Je pense, Meram, que Yannick vous invite à aller au Sables-d'Olonne. Ouais, écoutez, et pour compléter à ce que disait M. Triboulasper, parce que j'ai vu que vous étiez sur un projet sur votre avenue François Mitterrand, qui m'a interpellée. Donc, c'est un projet qui va prendre forme jusqu'en 2025, si j'ai bien compris. Donc, vous réaménagez et proposer un nouveau cadre de vie. Et en fait, nous, le retour qu'on a souvent au niveau des maires, c'est qu'en fait, il y a le cadre de vie des habitants et aussi parfois les attentes ne correspondent pas forcément. Donc, au niveau de cette ville où vous nous invitez tant, et ça sera un plaisir en tout cas de venir vous voir, même si ce n'est pas une ville Action Cœur de Ville, quelles sont les attentes? Et là, je parle plus parce que je pense qu'il y a pas mal de logements vacants et c'est pas mal de problèmes qu'on rencontre aussi. Et le deuxième point, c'est au niveau de la population de cette jeunesse, les métiers, etc. Donc, est-ce que cette jeunesse trouve sa place aussi à travers tout ça? Alors, sur la première question, vous avez cité l'avenue François Mitterrand parmi les projets d'amélioration du cadre de vie et propice à la vie commerçante. Moi, je voudrais surtout en citer un autre. On essaie de créer une place de marché, une marketplace en bon français, pour essayer de faire en sorte que les achats en ligne profitent aux commerces et aux entreprises locales et non pas aux GAFA et à Amazon et aux concurrents chinois. Et donc ça, c'est un projet qu'on porte avec les commerçants et l'agglomération des Sables-d'Olonne pour être un anti-Amazon sablais. Voilà. On espère pouvoir le lancer en 2022 et faire en sorte que les achats en ligne bénéficient d'abord aux commerçants locaux. C'est une parenthèse. Sur la question des jeunes et des attentes, la plus grande difficulté chez nous, ce n'est pas le travail, parce qu'il y a des offres d'emploi disponibles et non pourvues. La plus grande difficulté chez nous, c'est l'accès au logement. Et pour l'accès au logement, c'est un défi majeur pour la plupart des stations balnéaires. On a parlé tout à l'heure de la question de la location à l'année, avec le plan
permettre de faire basculer des logements vacants. Je vous ai dit, il y en avait 3000 au Sable d'Olonne, et de faire basculer des résidences en location touristique en location à l'année. Mais il y a évidemment besoin de construire aussi des logements pour les saisonniers. Il y a besoin, on construit une résidence travail pour accueillir les jeunes en apprentissage ou en formation au Sable d'Olonne. Il y a une résidence de 90 logements qui va être construite là très prochainement aux abords du lycée Tabarly pour ça. Il y a tout un tas de sujets de logements abordables, de lotissements communaux à coût réduit que la ville essaye de déployer chaque année, mais simplement on n'arrive pas à satisfaire la demande. On en fait 20 ou 25 par an, là où il en faudrait 250. Voilà, on est depuis la naissance de la ville nouvelle soumis à la loi SRU et donc à l'obligation d'avoir 25% de logements sociaux. Notre taux de logements sociaux au Sable d'Olonne aujourd'hui est de 9%. On ne peut pas passer de 9 à 25 comme ça d'un claquement de doigts. Donc la question du logement est complexe et protéiforme, c'est-à-dire qu'elle concerne à la fois le logement public social, on en a besoin, mais de manière équilibrée et diffuse sur l'ensemble de la ville, et en même temps les locations à l'année, les accessions à la propriété, les baux réels solidaires, vous savez, qui permettent aux jeunes familles de ne pas être de ne pouvoir construire une maison sans être propriétaire du terrain, mais ce qui permet d'alléger l'accès à la propriété et au logement dans une ville où le foncier est cher. Tout ça, malheureusement, est le coût et le prix à payer d'une très forte ou trop forte attractivité des Sables d'Olonne. Dans une économie de marché, quand l'offre est nettement, très largement inférieure à la demande, les prix sont élevés et l'accès au logement est particulièrement compliqué. Et on est, entre guillemets, victime de notre succès. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en dehors de cette interview, je communique assez peu sur notre qualité de vie et sur le profil de ville rêvée à la mer que présente, à mon sens, les Sables d'Olonne, parce que je ne veux pas alimenter la pompe aspirante de l'attractivité des Sables d'Olonne, parce qu'on est victime de cette attractivité-là. Donc, évidemment, en tant que maire, je suis le premier défenseur de ma ville, mais plus je dis du bien de ma ville à l'extérieur, plus j'alimente l'attractivité et plus je complique la vie des jeunes Sablais ou des jeunes qui veulent s'épanouir, se projeter avec leur famille ici au Sable d'Olonne. Et le résultat, c'est qu'ils sont souvent obligés de reculer dans le territoire en rétro-littoral à 10 km, 20 km, 30 km des Sables d'Olonne pour pouvoir se loger dans un logement qui corresponde à leurs moyens. Et voilà. Donc, c'est un sujet malheureusement qui est pas simple. J'aimerais avoir une baguette magique, mais j'en ai pas. Merci monsieur le maire. D'où l'intérêt aussi du CEPS, c'est de dire ce qui ne va pas aussi et de vous accompagner. Et je vous remercie beaucoup pour le retour en tout cas. Merci. Merci Béram. Alors on passe à la dernière question et on l'a en partie entamée. Et la suivante, quelle est votre ambition pour les Sables d'Olonne, jusqu'où aller? On a compris que vous souhaitiez porter les Sables d'Olonne, mais en même temps, méfiance, car trop d'attractivité pourrait peut-être mettre à mal ce que vous essayez de constituer, c'est-à-dire un équilibre social. Donc, ce qui amène à la seconde question, en termes économiques et sociaux, fonciers, comment vous gérez la sécurité et cette harmonie, et comment rendre les Sables d'Olonne plus rayonnants tout en conservant cette dimension humaine, en n'oubliant pas la question suivante. Les Sables d'Olonne, c'est une ville éco-compatible? Alors, c'est le propre de la politique et c'est tout l'intérêt de la politique au sens étymologique du terme, la ville, la cité, que de se projeter et de dessiner l'avenir. Et l'avenir des Sables d'Olonne, pour moi, pour nous, c'est la construction de nouveaux équilibres. Ça n'est pas le développement tel qu'on l'a connu au cours des 30 dernières années, parce que c'était un développement un peu effréné, un peu facile et finalement un peu subi. L'enjeu, c'est plutôt de se choisir, de reprendre en main son avenir et de choisir et de redessiner un nouveau modèle de développement. Et le nouveau modèle de développement des Sables d'Olonne,
c'est une croissance maîtrisée, ralentie, pour permettre un développement durable. Je vais vous prendre un exemple symptomatique et symbolique de cette recherche de nouvel équilibre entre développement urbain et protection de notre qualité de vie et de notre environnement. La ville des Sables-d'Olonne a décidé l'année dernière de voter un plan forêt-climat 2050 qui consiste à réaliser une ceinture verte et forestière autour de la ville et dans la ville. Ce sont 1600 hectares qui ont vocation à être non pas urbanisés, mais à être protégés et à être plantés pour auto-limiter notre développement de manière horizontale et pour léguer aux générations futures non seulement un puits à carbone, non seulement un cadre de vie meilleur, mais des arbres plutôt que des banlieues supplémentaires au cœur de ville des Sables-d'Olonne. Ce projet-là, il est vraiment majeur parce qu'il démontre une nouvelle prise de conscience et une nouvelle façon d'imaginer l'avenir de la ville. Non pas sur un développement continu à l'horizontale, mais sur un développement qualitatif à l'intérieur d'un écrin naturel, voulu, choisi, décidé par les pouvoirs publics locaux. Donc, quand je dis l'avenir des Sables-d'Olonne, c'est l'équilibre effectivement entre la protection de l'environnement et le développement, c'est l'équilibre entre la vie à l'année et la vie touristique, on l'a vu avec le plan L'eau à l'année pour essayer de limiter la croissance du nombre de locations touristiques et d'augmenter l'offre de location à l'année. C'est le plan de l'équilibre aussi social entre les bénéficiaires de logements publics sociaux, mais les critères en France sont incroyables. Il y a 70% de la population de l'agglomération des Sables qui est éligible à un logement public social. Ça pose quand même question. Et les critères sont très, très larges. Et donc, l'application de la loi SRU ne suffit pas à elle-même à régler ce type de sujet-là. Donc, notre sujet à nous, il est sur la qualité de vie, le confortement de la qualité de vie des habitants des Sables-d'Olonne à l'année, la qualité de la clientèle touristique accueillie. Et donc, on est plus sur une logique qualitative d'ensemble que sur une logique quantitative. Si bien d'ailleurs, je le disais, mais ce n'est pas une formule tout à l'heure, si bien que je communique assez peu à l'extérieur parce que la vitalité de la ville et notamment des événements qu'elle accueille, le Vendée Globe, etc., fait que je ne souhaite plus faire des campagnes de communication pour vanter les mérites de ma destination ou vanter les mérites de ma ville, comme le font la plupart des stations balnéaires, parce que ce type de campagne de notoriété ou de médiatisation a pour conséquence de conforter notre attractivité et de gérer des flux quantitatifs et non pas des flux qualitatifs. Donc nous, on est dans une logique non pas de repli sur nous, parce qu'on est une ville portuaire ouverte sur le monde, qui accueille des événements internationaux et qui a une vocation d'accueil touristique, mais on est sur une logique qualitative et comment dirais-je, sélective, non pas sur une logique d'accueil non contrôlé et de développement effréné. On est sur un process de reprise en main de notre vie à l'année et de notre vie touristique. Alors, j'avais une question un petit peu dans cet esprit-ci, puisque parler effectivement de foncier, on abordera tout à l'heure les aspects de sécurité, mais quelle marge de manœuvre vous avez dans ce qu'on peut constater dans tous les territoires, ce millefeuille politico-administratif? Ça dépasse malheureusement les compétences du maire. C'est le législateur qui est là en cause, et notamment dans notre régime présidentiel actuel, les élections nationales et présidentielles qui définissent un petit peu l'ordre des choses. Si vous voulez, nous, localement,
le fait que nous soyons passés de 3 communes de 15 000 côte à côte à une commune de 45 000 qui est une capacité d'action et une capacité de médiatisation importante, fait que nous avons un poids politique suffisant pour créer des partenariats utiles et avec les collectivités territoriales, départements, régions, et avec l'État lorsque c'est nécessaire. Donc, on souffre, comme tous les Français, du millefeuille, parce qu'il y a, en fait, on est un pays très centralisé et beaucoup de décisions, y compris pour les Sables d'Olonne, se prennent à Paris et non pas par les collectivités locales. D'ailleurs, au cours des 5 dernières années, malheureusement, la tendance s'est renforcée. L'État central n'a pas confiance. Il y a une défiance de l'État central envers les collectivités locales et envers les maires. Et c'est un vrai sujet. L'acte 3 de la décentralisation promis par François Hollande et promu par Emmanuel Macron n'est jamais arrivé. Et chaque jour, la capacité de décision des élus locaux et des maires se réduit. Et chaque jour, l'État reprend une partie des prérogatives qui étaient les nôtres, notamment sur les questions d'urbanisme d'ailleurs, et de logement social, qui sont primordiales pour des villes comme les nôtres. Et donc, dans le millefeuille, on a moins de pouvoir, plus de devoirs, plus d'obligations financières, mais quand on a une taille critique suffisante, ce qui est notre cas, on a le poids nécessaire pour négocier. Voilà. Merci Yannick. Alors, ça amène quand même une question perverse de ma part. Vous êtes le maire de 3 villes. Comment se fait ce mariage, hein, de faire 1 avec 3, et comment éviter les frustrations de ceux qui ne sont pas le cœur de ville? Donc, comment créer de l'harmonie et comment faire en sorte que chacun se reconnaisse dans ce nouvel ensemble? Alors, je pense que en dehors d'une minorité hyper identitaire, la question de la création de la ville nouvelle est vraiment largement acceptée dans la population locale. Ce qui reste à démontrer, parce qu'elle est toute neuve, hein, c'est l'intérêt concret pour les habitants d'une mutualisation de 3 communes en une seule. Et donc ça, les effets positifs d'une mutualisation et d'un regroupement de 3 communes en une seule, ils se déploient dans le temps, ils ne sont pas immédiats. Ce sont des effets de rationalisation, des effets d'économie d'échelle sur les marchés publics, sur les décisions plus cohérentes et donc sur des effets leviers d'action publique locale plus importants. On parlait des mobilités tout à l'heure, on parle de protection, de défense contre la mer avec l'élévation du niveau de la mer, on parle de sujets climatiques, de sujets du plan forêt. On n'aurait pas pu faire le plan forêt avec 3 communes. On n'aurait pas pu traiter les mobilités comme on va les traiter l'année prochaine avec 3 communes. Parce que mettre d'accord 3 conseils municipaux qui défendent leur clocher, ça ne permet pas d'avoir la vision stratégique suffisante à l'échelle globale d'une destination ou d'une ville de 45 000 habitants. Donc, c'est simplement, entre le dire et le comprendre et pouvoir le mesurer concrètement, ça demande un petit peu de temps. Moi, j'étais un ardent défenseur de la création de cette commune nouvelle. J'y ai consacré 10 ans de mon engagement public local, mais je dois démontrer tous les jours l'intérêt que cela représente. Ma conviction à moi personnelle, c'est que face aux charges nouvelles qui pèsent sur les communes, aux moyens qui diminuent pour les communes, la mutualisation permet de consolider et de défendre la qualité de vie aux Sables d'Olonne, alors qu'individuellement, nos 3 communes historiques n'auraient pas eu le moyen de le faire et n'auraient pas eu la vision stratégique suffisante à l'échelle suffisante pour traiter les enjeux de demain. Donc, moi, je suis convaincu qu'on a bien fait de le faire, mais ce n'est plus vraiment un débat dans la population locale. Le sujet, après, c'est de faire vivre dans une ville de 45 000 habitants des vies de quartier, des identités, de la proximité. On a 3 mairies annexes, on a
un cœur de ville à Olonne qui est complètement reconstruit, en cours de reconstruction. Et donc, la question, c'est l'équilibre des pôles entre le château d'Olonne, les Sables d'Olonne et Olonne, et des vies de quartier qui soient encouragées par la ville globale, quoi. Et c'est globalement ce qui se passe. Alors, le Covid a freiné un peu la vie sociale et les événements fédérateurs qui sont organisés en général dans chacun des quartiers, mais on y veille, on a une vie de quartier, on a des comités consultatifs du quartier, on s'est engagé à solliciter l'avis de la population à travers des consultations populaires tous les 2 ans. Donc, on en a une l'année prochaine, ce qui fait que les Sablés vont avoir à s'exprimer sur des sujets stratégiques pour l'avenir de la ville à l'automne 2022, et puis en 2024 également, avant les municipales de 2026. Donc voilà, on essaye de maintenir un lien, une proximité, une diversité qui est tout à fait possible dans une ville de 45 000 habitants et de 1700 hectares. Merci Yannick qui pose la question. Comment s'est passé ce regroupement, cette harmonie en termes de sécurité? Est-ce que vous avez recomposé la police municipale? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, on a fusionné évidemment la police municipale, mais les effectifs de police municipale sont assez réduits, en réalité, étaient assez réduits. Et chaque année, en fait, ça fait partie des priorités d'action de notre équipe municipale. Chaque année, nous renforçons et les effectifs et les moyens de la police municipale parce que la sécurité est un enjeu majeur localement et l'État, malheureusement, est de moins en moins présent sur ce sujet-là et transfère en réalité la charge de la sécurité aux collectivités locales. Donc, nous avons construit un nouvel hôtel de police municipale qui sera en service en juin 2022. Nous développons la vidéoprotection, nous renforçons les effectifs de police municipale chaque année et nous espérons pouvoir obtenir du ministère de l'Intérieur l'accord du déplacement de l'hôtel de police national, parce qu'on est en zone police, pour venir le reconstruire à côté de l'hôtel de police municipale et que la police nationale et la police municipale, qui travaillent tous les jours ensemble, partagent un certain nombre d'équipements logistiques et notamment le CSU, le centre de supervision urbain, vers lequel convergent toutes les images des caméras de vidéoprotection pour que ce soit un équipement partagé entre nos polices et que dans l'évolution de notre société qui n'est pas de plus en plus saine, qui n'est pas de moins en moins violente, le partenariat police municipale, police nationale permettent de porter vraiment ses fruits et que localement, on arrive à gérer les choses alors que dans le même temps, l'État est en repli. L'État assurait jusqu'à présent toujours une présence de policiers sur nos plages, c'est de moins en moins le cas. L'État assurait des renforts estivaux, c'est de moins en moins le cas. La société est plus violente qu'elle ne l'a jamais été. Et on a besoin, lorsqu'on accueille 200 000 ou 250 000 personnes, on a besoin de pouvoir offrir un climat de sécurité aux habitants à l'année des Sables d'Olonne et à nos visiteurs, parce que la sécurité, c'est la première des libertés, et puis c'est la condition de la vie économique et de la qualité de vie aux Sables d'Olonne. Alors, bien sûr, dans le prolongement, Yannick, comment vous avez réussi à faire de 3 en 1 une véritable politique culturelle pour la ville? Je pense que la culture est un moyen de rassembler, de fédérer. Et que la politique culturelle a gagné beaucoup à la création de la ville nouvelle parce que nous avons l'ambition de devenir une ville de culture, d'art et d'histoire. Nous avons la chance d'avoir un musée d'art moderne, un musée d'art contemporain remarquable mais très méconnu. Nous réhabilitons une ancienne villa balnéaire que nous voulons transformer à notre échelle, en petite villa Médicis de la mer sur les bords du chenal du Vendée Globe, qui sera un lieu d'accueil, de résidence d'artistes et de création artistique. Nous multiplions les projets qui donnent du sens, que la culture,
elle a le mérite d'élever le regard, d'élever parfois les âmes, mais aussi de donner du sens un peu à un territoire et à notre existence. Et donc, la culture est vraiment une priorité municipale. Il y a des équipements nouveaux qui vont voir le jour. On ne va pas l'appeler comme ça, on cherche d'ailleurs le nom, on ne l'a pas encore trouvé. Un musée de la mer qui sera à la fois un musée identitaire, mais en même temps un lieu de célébration de notre identité maritime. On construit un complexe culturel avec une salle de 4000 places et des espaces extérieurs pour des grands concerts à l'entrée de la ville. Ça s'appelle les Sables d'Olonne Arena. Bref, il y a une vraie dynamique culturelle que la ville et l'agglomération encouragent et qui est largement bénéficiaire de la fusion des 3 villes en une ville nouvelle et de la dynamique de notre agglomération. Est-ce que dans cet esprit… Désolé, mais je suis un peu serré par le temps. Est-ce qu'on arrive au bout de notre échange? On arrive dans 5 minutes. Voilà. La dernière question, c'est de savoir, dans cette ville reconstituée ou constituée, est-ce que vous avez réussi à localiser, déterminer finalement ce qui pourrait être des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnalités illustres qui seraient nées au Sable d'Olonne et qui pourraient faire rayonner encore plus cette ville? Alors, voilà. C'est bon. Nous l'avons pas fait de manière structurée, mais c'est une piste à travailler effectivement, avec l'écueil à éviter de ne pas faire trop de publicité au Sable d'Olonne, comme je vous l'ai dit. On essaye d'éviter de trop promouvoir notre ville pour ne pas avoir à gérer les effets pervers de la trop grande notoriété et de la trop grande attractivité des Sables d'Olonne. Mais effectivement, pour l'instant, ça s'est fait de manière empirique et ça mérite réflexion. Merci pour l'idée, je la note. Merci, Cédric. Alors, à tout moment, à tout instant, dans toutes nos réunions autour des villes, il y a le moment qui est essentiel. C'est celui de Rémi Cambeau, qui est rédacteur en chef de Cadre de Ville et qui est partenaire d'ailleurs de Tour des Villes. C'est avec eux que nous avons constitué ceci et bien sûr avec le fonds Indara. Rémi, c'est à toi. Oui, merci. Monsieur le maire, je vais être rapide parce que vous avez dit en commençant que les Sables d'Olonne étaient une synthèse. Donc, vous voyez, la mienne sera rapide puisque vous avez annoncé la couleur dès le début. Et voilà, vous avez dit que c'était sans doute la synthèse de la ville parfaite en bord de mer. En bord de mer, je dirais sans doute la synthèse de la ville équilibrée. Et je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit parce qu'on pourra réécouter évidemment, notamment chez nous sur notre site en ligne quotidien, tout ce que vous avez énuméré. Moi, j'ai noté quand même au passage que je retrouve l'esprit dans ce que vous dites, ce n'est pas un hasard, de ce qui est le sous-titre de ce think tank d'Extra auquel vous participez. D'Extra, hein, il n'y a pas besoin de faire 10 ans de latin pour comprendre que c'est l'inverse de sinistre. C'est la France enracinée. Et je trouve que c'est le fil rouge de ce que vous nous avez dit. C'est-à-dire que tout ce que les aspects de votre politique réfèrent à ce qui est une identité. Vous avez aussi utilisé ce mot. Hein, on peut parler de racines, c'est une identité évidemment maritime et de bord de mer. On le retrouve à la fois dans le sport, qui est une des dominantes, d'abord personnelle. Vous avez été chef de projet du Vendée Globe. Hein. Mais on le retrouve dans le développement des activités de vie de cette commune. Et puis, cet équilibre, on le retrouve de façon générale dans votre recherche entre la vie touristique et la vie à l'année, l'équilibre social, nous avez-vous dit, et puis cet équilibre environnemental que vous recherchez. Votre projet de sanctuariser 1600 hectares est quand même tout à fait phénoménal. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'a pas le droit de le dire. Vous ne souhaitez pas trop attirer le projecteur sur vous, mais que ce soit cela ou les dispositifs que vous mettez en place pour remettre sur le marché du logement locatif. Et on sait que les gens qui travaillent dans l'économie balnéaire et touristique ont besoin d'habiter sur place et pas d'habiter à distance. Et que ça veut dire des logements accessibles, sans doute des logements sociaux. Et vous nous avez parlé des contradictions des procédures actuelles, de vos soucis avec l'État, mais moi je noterais, peut-être que c'est une clause de revoyure, quand même que vous démontrez, c'est ce que nous constatons quand même à chaque étape du Tour des Villes, c'est qu'au niveau local, les maires
trouvent des solutions, et des solutions évidemment équilibrées. Parce qu'ils sont, on aime bien dire qu'ils sont en première ligne à portée de baffe, mais surtout, ils sont des constructeurs, et je trouve que vous en avez donné une démonstration tout à fait importante. Et comme vous avez rappelé que la commune nouvelle vient d'être créée, en effet, c'est un rendez-vous sans doute d'ici 2 ans pour mieux sentir quel effet de structuration plus large, d'équilibre à une échelle plus large, va vous apporter cette fusion des communes. Voilà, merci Monsieur le maire en tout cas. Merci, monsieur Rémy, c'est super. Alors, le mot de la fin, mon cher Yannick, dans le fond, votre surnom, c'est en même temps, c'est-à-dire le rayonnement dans la discrétion. Le mot de la fin pour vous, Yannick. Vous me faites sourire par ce en même temps. Mais en fait, le en même temps, il a été un peu galvaudé ces dernières années, donc je ne vais pas le reprendre à mon compte aujourd'hui. Mais le mot de la fin, c'est l'équilibre. Voilà. Et vous l'avez perçu, et votre prédécesseur au micro l'a perçu également. Je ne veux pas dire pour vivre heureux au Sable d'Olonne, vivons cachés, mais parce qu'on est une ville ouverte et notre vocation, c'est d'accueillir et c'est de partager notre qualité de vie avec nos visiteurs. Mais voilà, tout est maintenant question d'équilibre. Les enjeux climatiques sont considérables chez nous. On n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais l'élévation du niveau de la mer va avoir au cours des décennies qui suivent des conséquences majeures sur l'organisation de notre ville. Et une ville de manière générale, un pays de manière générale doit faire face à tous ces enjeux, mais une ville littorale est en première ligne du changement climatique. Et quand on additionne l'hyperattractivité, la pression foncière, la pression immobilière, le tropisme littoral français, où les sondages démontrent qu'une grande majorité de nos concitoyens rêvent de venir habiter sur le bord de la mer, et qu'on cherche dans ces cas-là une ville à taille humaine, une ville qui vit à l'année, avec un hôpital, avec une culture, avec un maire sympa, on arrive au Sable d'Olonne. Et donc, à un moment, effectivement, il faut réussir à juguler et à conjuguer ces atouts et ces enjeux. Et donc, on le fait que d'une seule façon à nos yeux, c'est la recherche de nouveaux équilibres dans notre développement, dans notre positionnement, dans notre organisation spatiale, dans la maîtrise du court terme et du long terme, parce que la ville nouvelle vient de naître et elle doit reprendre en main tous ces défis, non pas pour les 2 années qui viennent, non pas pour le CDD qui est le mien jusqu'en 2026, mais pour transmettre aux générations futures une ville dans laquelle, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, il sera toujours aussi agréable de vivre. Je pense que, modestement, j'y contribuerai pendant les années qui viennent, mais mes successeurs continueront le travail, parce que, il ne faut pas le dire, ne le dites pas, c'est tellement agréable de vivre au Sable d'Olonne. On jouit ici d'une telle qualité de vie qu'il ne faut surtout pas en parler. Je vous remercierai de ne pas le faire, s'il vous plaît. Bien sûr, on a compris que de toute façon, vous inscriviez dans la durée et que vous étiez marathonien. Merci à vous tous, très bonne journée et à tout bientôt. Merci Yannick, merci Rémy et merci Bernard. Merci à tous, merci, au revoir. Au revoir, monsieur le maire. Merci, au revoir, bonne journée.